Mais ma première claque vraiment en salle, gamin, en plus c'est un film qu'on a passé récemment Majestic, c'est Gremlins, que j'ai vu à la sortie. Après, il y a des films qui sont des films plus fétiches. Chez moi, mon premier gros marqueur, et j'ai eu la chance en 91, parce que je suis né en 75 et je suis un petit peu plus âgé que vous, d'avoir vu en direct le pilote de Twin Peaks en 91 quand il est sorti sur la 5e chaîne. Et donc c'est un souvenir de télé par un grand réalisateur de cinéma, voilà, et je sais que Twin Peaks ça a été une bascule. C'est vraiment ce qui m'a fait, on va dire, devenir passionné de cinéma, et qui après, en m'intéressant à Lynch, j'ai tiré le fil de tout ça, en fait, on va dire. Du coup, ça a joué sur après ce que tu as apprécié dans le cinéma. Ben oui, parce qu'en fait, c'est l'époque où je découvre Lynch via Twin Peaks au cinéma. C'est l'arrivée d'un nouveau cinéma d'auteur, l'arrivée de Cronenberg, d'Ussy Ossian, de Wong Kar-wai. Évidemment, en même temps, il y a des Scorsese, Coppola qui sont très présents. Donc, je commence à créer toute cette cinéphilie en lisant des magazines, parce que je ne fais pas d'études et c'est juste un loisir, le cinéma. Et c'est là où, effectivement, vous découvrez une série télé qui te met une claque en voyant à quel point il y a des ambitions artistiques et qu'on est au-delà. Moi, j'ai grandi parce qu'à l'époque, la série moderne n'existait pas. Moi, je regardais Starsky Hutch, Rick Hunter, Columbo. Donc, c'était du feuilleton. Il n'y avait pas cette puissance narrative, l'attachement au personnage, la puissance dramatique. Tu prenais l'épisode qui t'était proposé. Oui, tu regardais ça le dimanche, après le repas, en famille, voilà, où tu matais des petites séries à la télé. En plus, c'était à la télé, donc tu étais assujetti au programme. Puis après, il y a aussi cette culture, tant qu'on n'a plus, bien sûr, mais du vidéoclub. Oui, c'est vrai. Des vidéos futures où voilà, tu passes un temps fou dans le vidéoclub, tu parlais de C'était chouette à des passionnés, et puis tu découvres aussi les films comme ça avec les jaquettes, ou voilà quoi, c'était. J'aurais bien aimé vivre à l'époque des vidéoclubs. J'allais dire ça. Je le vis un peu avec les disquaires et les vinyles, tu vois, ce truc d'échange. À Paris, il y a un dernier vidéoclub qui déchire tout, là, c'est JM, parce qu'ils ont comme ils le disent, ils ont un référencement qui est supérieur à toute plateforme. Ils ont plus de 55 000 films. C'est Combini où ils font. T'as la fameuse émission Combini, effectivement. C'est un lieu hyper intéressant. Jingle. Vous avez créé des reptiles, des ascensiens. Je suis ton père. Vos yeux, Jake, il ne ment jamais. Je veux. Lui se divise en 2 catégories. La vie, c'est comme une boîte de chocolat qui piquerait pour eux. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes bien sur Hors Champ, donc l'émission qui décortique le cinéma et qui interroge tous les métiers qui tournent autour du cinéma. Bonjour Raphaël. Bonjour Lucas. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Loïc Arnaud. Bonjour Loïc. Bonjour, merci de m'accueillir, ravi d'être là. Qui est, alors tu m'avais dit que tu étais manager. Alors, le poste s'appelle responsable accueil, puisque chaque cinéma ou structure a son entité. Donc, il faut bien trouver des termes. Mais effectivement, manager, c'est un gros mot, ça simplifie. Après, officiellement, c'est responsable accueil cinéma. Pour être. Et donc, que fait un responsable? Si tu devais expliquer ton métier? La première chose, c'est que c'est avant tout un métier de terrain, où moi, en fait, entre les équipes qui sont sur le terrain, les agents d'accueil et la direction qui va avoir un travail un peu plus administratif, c'est de faire le pont et le lien. Donc avant tout, le but c'est d'être sur le terrain. Moi, le premier, je fais un travail de caisse, je vends des tickets, j'accueille des spectateurs. Et évidemment, l'idée, c'est d'être là pour entourer l'équipe, faire du management, c'est-à-dire dans la manière aussi d'appliquer les politiques commerciales, de faire tout ce qu'il faut pour accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions et puis être efficace par rapport à ça. Donc il y a vraiment le travail de terrain auquel je tiens. C'est pour ça que moi, le premier, je n'ai pas de velléité d'évolution cette entreprise parce que j'aime beaucoup le terrain. En plus, Majestic Métropole, on en viendra après, même si on appartient à un groupe comme UGC, on a encore ce côté salarié, cinéma de quartier, beaucoup d'habitués. Moi, j'aime beaucoup parler de cinéma avec les spectateurs qui ont leur routine, qui viennent, qui demandent des avis sur les films, on débat, on discute. Il y a beaucoup d'étudiants en cinéma en art à Lille et de jeunes gens passionnés de cinéma. Donc, il y a toutes les générations, tous les âges, beaucoup de cultures différentes. Donc ça, c'est un vrai plaisir d'échanger au quotidien, de parler entre passionnés de cinéma. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce qu'on a un rôle un peu de passeur, on a aussi un rôle comme ça de conseil. C'est la différence entre les salariés des gros cinémas où, je ne vais pas citer nom par élégance, mais où tu n'as pas trop le temps, où les gens d'ailleurs ont peut-être moins cette curiosité, ils viennent juste pour consommer et puis pour passer du bon temps entre amis, en famille.
Nous, il y a même quasiment quelque chose de social avec des gens qui sont seuls, qui viennent tous les jours, ça peut être tous les âges, des gens qui nous ramènent des cadeaux. Enfin, il y a vraiment ce côté cinéma de quartier qui est très très agréable, moi, auquel je tiens beaucoup. Je suis là depuis une petite quinzaine d'années, donc à force, il y a des habitués, voilà. Et puis après, pour revenir à votre question initiale et rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'il y a... Moi, par exemple, concrètement, je m'occupe de la gestion des caisses et de la gestion comptable du cinéma parce qu'il faut bien faire tout ce travail avec des outils informatiques très rapides. Je m'occupe aussi, par exemple, de tout ce qui concerne l'affichage, les commandes d'affiches, la mise en place des affiches, des événements, donc toute la manière dont on peut communiquer en interne avec tous les outils qu'on a sur les différents événements ou notre programmation. Il y a aussi le lundi qui est une journée phare parce qu'il faut préparer... c'est la validation des programmations. Donc, il y a toujours un échange avec les directeurs, les responsables, où on discute sur les sorties de films dans telle salle, etc. Un petit peu comment organiser tout ça, même si je n'ai pas les derniers mots. Pour ça, il y a le directeur, il y a une équipe programmation au niveau du siège qui, elle, vraiment fait la sélection des films. Même si moi, le premier, comme je suis là depuis pas mal de temps, et ce qui est intéressant depuis d'ailleurs qu'on appartient au groupe UGC, qui n'avait pas cette culture art et essai, c'est que moi, je travaille en fait de faire le lien, d'être un pont entre... nos spécificités qui sont dues à notre label et notre ligne éditoriale, puisqu'il ne faut pas oublier que quand on est une salle art essai, on a des obligations très particulières qui dépendent de subventions qui sont... ça, c'est du fait du CNC. Alors, je me permets un peu de couper la parole à Loïc pour vous expliquer rapidement ce qu'est une salle de cinéma art et essai. Donc pour qu'un cinéma ait le label art et essai, attribué par le CNC, il doit répondre à de nombreux critères tels que la politique d'animation, la qualité de l'information auprès des publics, le travail à l'égard du jeune public, l'organisation de soirées thématiques et de festivals, la diversité de la programmation et enfin un nombre important de films recommandés art et essai. Ces films doivent obéir à certains critères et sont votés par un collège de 50 membres. Donc un cinéma art et essai a notamment l'objectif de promouvoir le cinéma indépendant et peut compter sur des subventions de l'État s'il répond aux critères spécifiques. En France, ces cinémas représentent un peu moins de 60% du nombre de cinémas, 42% des écrans et totalisent 32% des entrées. Et bien sûr, comme vous l'aurez compris, le Majestic, le cinéma dans lequel travaille Loïc, en fait partie. Et maintenant, je vous laisse un peu réécouter Loïc. C'est pour ça d'ailleurs que le Majestic, le Métropole... ne peuvent pas changer de nom. On ne peut pas devenir UGC, Majestic, Métropole, puisqu'on perdrait nos subventions. Et c'est important d'avoir cette identité-là. Et puis, ça nous oblige, dans le très bon sens, au Métropole, on a la Belle Europa, c'est-à-dire qu'à 90%, il faut des films non américains, ce qui fait que ça permet d'avoir une vraie diversité de films, des films du monde entier. Au Majestic, on a une cinémathèque, on a jeune public, on a des obligations de séances spéciales, d'avant-première, de rétrospective. Donc ces contraintes sont très vertueuses et permettent d'ailleurs au cinéma français d'avoir un tel parc de salles et cette diversité de films qui est unique au monde. Il n'y a aucun pays au monde où il y a 15-20 films qui sortent par semaine. De manière générale, puisque aux États-Unis, c'est très compartimenté, très communautarisé, si je puis dire, le cinéma. Il n'y a qu'un tiers des films américains qui sortent en France, par exemple, par rapport à ce qu'il y a sur le territoire américain. Donc moi, il y a aussi ce travail d'être, entre guillemets, conseil en programmation, d'échanger beaucoup. Parce que j'ai la chance d'avoir un directeur notamment qui est passionné de cinéma, qui est cinéphile et qui est très fier, lui qui vient du GC, d'avoir maintenant des salles aussi avec cette diversité de films et des films, on va dire, un petit peu plus pointus, sans qu'il y ait de posture ou de condescendance. Il faut de tout dans le cinéma, des films plus populaires et des films plus pointus, pour dire les choses très rapidement. Donc ça, c'est important aussi. Ça fait partie de la communication, des échanges qu'on a pour travailler ensemble. Et d'ailleurs, c'est important peut-être de resituer pour ceux qui nous écoutent. Du coup, sur l'île, il y a trois cinémas. Alors, on peut dire effectivement, sans langue de bois, qu'UGC a le monopole des salles institutionnelles, puisqu'à Lille aussi, il y a des salles associatives qui font un très bon boulot sur l'île à Métropole. À l'Île-Sens, vous avez l'univers Libride, vous avez le Méliès, vous avez le Frénois. Sauf que comme ce sont des salles associatives, ils n'ont pas... Nous, on sort évidemment chaque mercredi la majeure partie des sorties nationales avec des amplitudes d'ouverture un peu plus importantes. On a plus de salles aussi. Et parce que maintenant, il y a près de 4 ans, effectivement, l'ancien propriétaire du Majestic Métropole, qui avait ses salles depuis plus de 15 ans, a choisi de les revendre. Et UGC, au moins, nous garantissait de conserver notre statut art essai, nos labels, puisque ça permettait d'avoir justement à l'Île-Centre ce monopole et d'avoir cette diversité de programmation entre un UGC à Lille déjà qui, contrairement à la plupart des UGC,
a une programmation déjà un peu plus art essai parce qu'il y a beaucoup plus de VO. Ils ont aussi pas mal de films d'auteurs. Évidemment, ils passent les films américains, français, populaires pour avoir cette diversité. Ce que j'essaie, en fait, ce sont des généralistes. Alors que si vous prenez des groupes comme Pathé Kinépolis, ils sont peu généralistes parce c'est quasiment que du cinéma populaire grand public. Ils vont choper quelques films d'auteurs s'il y en a qui ont un succès qui dépasse un petit peu le cadre de ce cinéma-là. C'est pour ça qu'avec UGC, c'était plutôt facile de dialoguer parce qu'il y avait quand même des gens qui ont une culture du cinéma. Et comme moi, j'ai discuté avec les responsables de la programmation, c'est des gens qui voient tout, qui ont une culture de cinéma et qui vont voir autant les films de la quinzaine à Cannes que la dernière comédie populaire avec DJ Bourdon ou je ne sais qui. Et du coup, c'est quoi ton parcours, tes études pour arriver à ce métier-là? Alors, le cinéma était d'abord une passion et moi, mon premier métier, mon premier parcours professionnel, c'est que j'ai passé 8 ans à Decathlon, où j'étais vendeur, responsable formation, puis je suis passé cadre responsable et j'ai travaillé au développement de la marque LNG parce que je faisais du marathon, mon truc c'était le running et la course à pied. Quel courage. C'est fort. Et un truc de maso, c'est sympa. Je ne ferai jamais ça. Et non plus. Et j'étais passionné de cinéma, c'était à côté un vrai loisir, c'était assez assidu. Et puis quand j'en ai eu un petit peu ras-le-bol de Decathlon, j'ai voulu un petit peu changer de mes études, qui étaient des études de commerce, distribution, marketing. J'ai repris des études à Lille 3 pour faire une licence de cinéma, en sachant qu'à l'université, on était vraiment sur l'analyse, l'histoire du cinéma, donc il y a quelque chose plutôt de l'ordre de la recherche. Donc pendant 3 ans, je me suis éclaté à lire tous les grands textes, voir tous les grands films, et vraiment à ingurgiter toute cette culture du cinéma et puis d'autres arts qui vont avec. Donc pour avoir... Et là, mes idées, c'était plutôt d'être critique, d'être prof, chercheur. J'avais pas d'envie, je le savais, de bosser dans le cinéma concrètement. Pour ça que j'étais à l'université, parce qu'on n'apprend pas à faire des films à l'université, contrairement à ce que pensent des fois certains étudiants qui sont pas très bien orientés. C'est très théorique l'université, surtout à Lille 3 où il y a un très bon centre de recherche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est comme j'avais un certain âge, j'avais déjà un peu plus de 30 ans, j'avais mon expérience de Decathlon, donc je faisais déjà pas mal de collaborations avec des profs sur des colloques où moi j'intervenais beaucoup en cours, etc. Donc j'avais nourri des relations assez intéressantes avec des profs. Et à l'époque, c'est le programmateur du Métropole Majestic qui, en fait, lui, cherchait quelqu'un pour animer notamment les débats, les avant-premières, les séances spéciales, quelqu'un qui sache un minimum s'exprimer en public tout en ayant une bonne base cinéphilique, parce que quand en face de toi, tu as des grands réalisateurs, il faut quand même un petit peu avoir un petit bagage, merci, pour avoir quand même du répondant et puis tout simplement être crédible, quoi. Et donc on s'est rencontrés, c'était par l'entretien puisque ça a duré 4 heures, on a refait l'histoire du cinéma et c'était en 2010, je me souviens au moment où les cinémas sortaient les meilleurs films des années 2000-2010 et puis on a vraiment matché parce qu'on était passionnés de cinéma et donc ça s'est fait très simplement. Donc j'ai commencé comme ça en animant des avant-premières des débats et puis petit à petit ils ont découvert quel était mon bagage où j'avais comme une certaine culture du management, du commerce et donc ça faisait un bon mix avec ma passion du cinéma. Donc quand des postes se sont un petit peu libérés, et j'avais besoin aussi à un moment de travailler. C'était bien d'avoir repris des études, mais voilà, il faut un petit peu vivre. Et donc petit à petit, voilà, j'ai été amené à être employé à 35 heures, d'ailleurs d'abord comme agent d'accueil, puis après comme sur un poste de manager, animateur. Mais en plus au Majestic, donc du coup pour ceux qui connaissent pas, ça reste à Lille, il y a quand même beaucoup de monde qui connaît le Majestic, mais c'est vrai qu'il y a cette ambiance où moi je suis arrivé cette année à Lille et je voyais que c'était des habitués, c'était des gens qui connaissaient, qui te connaissaient du coup, et il y a un vrai échange. Donc peut-être pour animer, enfin quand tu es là depuis longtemps pour animer les débats et tout, c'est important d'avoir ce lien social. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai qu'en animant les débats, que ce soit pendant le débat ou après ou les jours après, les gens viennent te voir, discuter avec toi, on refait le match, voilà, pour faire une petite métaphore sportive. Et ça permet, je dis ça sans prétention, une certaine reconnaissance. Au moins, les gens savent qu'ils ont quelqu'un de passionné, ça permet la discussion.
même moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au Métropole, il y a une vraie belle énergie. Il y a beaucoup de jeunes gens, d'étudiants très curieux, où on parle beaucoup. Il y en a avec qui je suis sympathisant, on va boire des verres, on discute, je leur prête des DVD, des essais. Enfin, il y a ce truc-là qui est très agréable. Hier encore, à UGC, j'ai présenté Van Gogh de Piala en faisant une petite intervention de 10 minutes, en parlant de cinéma, de peinture, en offrant des petits cadeaux, des petits lots. Et c'était à UGC, mais il y avait, la plupart, je les connaissais, c'était beaucoup d'habitués qui vont au Majestic, de cinéphiles, qui profitaient qu'on ressorte un chef-d'œuvre comme Van Gogh de Piala. Et c'est vrai que ce côté humain et même affectif, parce que moi aussi j'ai un rapport, j'aime ces salles, j'y travaille depuis 15 ans, c'est une seconde maison. Et quand on apprécie les gens avec qui on travaille, qui sont des gens passionnés, qu'en plus il y a... Enfin, c'est là où c'est du bonheur, parce qu'il y a plein de métiers de commerce, je ne vous l'apprends pas, qui peuvent être beaucoup plus fastidieux. Ne serait-ce qu'être à la caisse du McDo, c'est pas très épanouissant. Et là, c'est comme avant, je travaillais Decathlon. C'est-à-dire que, malgré tout, c'est des gens qui viennent pour du loisir, pour du plaisir, pour se divertir. Donc là, les gens viennent dans un état d'esprit... Avec le sourire. Déjà beaucoup plus positif que dans un hypermarché où des fois, tu dois y aller sans être très motivé. Donc le cinéma, pour ça, c'est agréable. Et puis, le fait que juste à côté, il y a un autre cinéma, donc le UGC Cité, Ciné-Cité, qui là diffuse quand même les plus gros films, les plus gros succès, enfin beaucoup plus sur le devant de la scène, etc. Donc, naturellement, il y aura au Majestic des personnes qui chercheront des films, avoir des films un peu plus niches ou je sais pas, un peu plus purs. Enfin non, puristes. Après, ce qui est intéressant, c'est que le Majestic, à l'origine, est un cinéma déjà un peu plus généraliste que le Métropole, parce que le Majestic, ça a toujours été un peu le lieu d'ailleurs du grand cinéma américain. Quand le Majestic a ouvert en 95, c'était Backfilm, une société de production qui se lançait dans l'exploitation, qui a ouvert. Et c'est vrai que les réalisateurs qui étaient mis en avant, c'était les Scorsese, les Coppola, les Eastwood, Lynch, Woody Allen, puis l'arrivée des nouveaux, Tarantino, Fincher et compagnie. Alors que le Métropole, par son label Europa, c'était vraiment le lieu du cinéma un peu d'auteur européen, asiatique. Donc quand même des films plus pointus, le côté film de festival, ou alors même une ligne avec des films un peu plus politiques, militants, à l'image de festivals qui peuvent être organisés comme La Charnière, qui est très politisé, très militant. Métropole, c'est vraiment la culture Télérama France Inter, pour être un peu dans le cliché. C'est pour ça que le Majestic, même a notamment le soir, l'essence du soir, c'est quasiment que des 18-35 ans. Il y a une population beaucoup plus jeune. Et d'ailleurs, dans la programmation, là, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est une des volontés du directeur et du GC, de rajeunir un peu le Métropole en mettant des films qui peuvent concerner un public un peu plus jeune pour aussi leur montrer que ce cinéma existe. En plus, c'est un joli cinéma. Il a plus de 100 ans. C'est un des plus vieux cinémas de France. Qui, quand il a ouvert, ne passait que les actualités. À l'époque, il n'y avait pas de film. On a retrouvé des bandes. On avait passé d'ailleurs des bandes qui passaient à l'époque au Métropole dans les années 30. Excellent. Donc, c'est un cinéma qui a une très, très belle histoire. Et c'est vrai qu'après, vous savez, il y a la carte illimitée, donc il y a aussi beaucoup de gens qui naviguent d'un cinéma à l'autre et qui ont une curiosité. Il y a une forme de cinéphagie, des gens qui vont un peu tout voir, le Marvel, comme le petit film coréen, un peu plus pointu. Oui, et avec au quotidien, avec qui tu travailles, tu diriges qui ou qui tes collègues? Est-ce qu'il y a un projectionniste, etc., ou de la personne à l'accueil avec toi peut-être? Il y a qui un peu qui t'entoure? Alors ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a une vraie... C'est assez compartimenté entre les équipes techniques. Donc, parce que pour les 3 cinémas, il y a vraiment un responsable technique pour les 3 sites. Il y a un responsable technique que pour Majestic et Métropole. Et puis après, il y a des opérateurs. Et ce qui est bien, c'est que ce soit l'ancienne direction de Métropole Majestic ou UGC, malgré l'arrivée du numérique, ils tiennent vraiment à ce qu'il y ait toujours des opérateurs. Donc, il n'y a pas eu du tout... Contrairement à ce qu'il y a pu se faire au Kinépolis il y a quelques années, moi je l'ai vécu parce que j'ai un peu travaillé là-bas, où vraiment ils ont du jour au lendemain, en quelques mois, viré quasiment tous les opérateurs parce qu'il y avait moins besoin d'humains. C'est quoi le rôle d'un opérateur juste ? C'est eux qui sont chargés de la projection des films, donc à la fois de l'entretien des machines. Alors à l'époque, c'était de la pellicule, des grosses bobines arrivées, donc les opérateurs avaient un travail très artisanal où il fallait monter les bobines. Et d'ailleurs, ça serait intéressant, là, quand vous en avez parlé, vous invitiez un opérateur, notamment au Majestic. Il y en a qui ont vécu la transition et la période pellicule très artisanale où tu recevais des bobines qui faisaient des tonnes et tu passais un temps fou le mercredi, le mardi à tout couper, à tout remonter. Et ça a été assez violent parce que
l'arrivée du numérique fait que même en termes d'ambiance, de bruit, de matériel, là, t'es sur la programmation, de la playlist, c'est des clés USB, c'est des disques durs, c'est du téléchargement par Internet. Voilà, il y a moins ce côté artisanal, ce côté manuel, je fais la matière, un peu les mains dans le cambouis. Ouais. C'est pour ça que maintenant, c'est plus obligatoire d'avoir le CAP opérateur pour travailler, puisque quelqu'un qui a des compétences, et il y en a beaucoup dans votre génération qui maîtrisent les nouvelles technologies, Internet, les machines, etc. Donc oui, ils ont un vrai travail aussi en amont de faire les playlists, de tout programmer dans les serveurs pour que pour chaque salle, on ait vraiment la programmation qui soit établie, très précise, avec des heures. Parce que c'est vrai que quand tu fais la programmation, c'est pas évident, parce qu'il y a autant de films à caser dans autant de salles avec autant de séances, donc c'est un vrai petit travail comme ça de domino, il faut tout bien placer, tout bien caser. Donc moi, je suis vraiment en relation avec les opérateurs parce qu'on est ensemble sur le terrain. Par contre, moi, je ne touche pas à leur travail. D'ailleurs, je n'ai pas les compétences pour ça. Donc moi, c'est vraiment l'équipe accueil. Donc c'est tous mes collègues qui sont en caisse, qui vendent les billets. Il y a aussi de la confiserie, on n'y échappe pas dans les cinémas. Donc c'est vrai que moi, je fais le lien entre la direction qui est à UGC, où il y a le directeur des 3 sites. Ensuite, moi, j'ai un responsable direct qui, lui, vraiment, a son bureau UGC. C'est quelqu'un qui travaille pour UGC, mon responsable direct, Guillaume, mais qui, lui, vraiment a été détaché pour la gestion du Majestic Métropole. Donc, on travaille beaucoup à deux, on échange beaucoup parce que... et lui s'occupe plus de la gestion humaine, de la RH, des plannings, des contrats. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette hiérarchie qui fait que moi, donc, j'ai un travail de terrain. Mais sur mes 35 heures, on va dire, je fais une petite quinzaine d'heures de caisse, et le reste du temps, je suis hors caisse pour justement... Et puis moi, je me balade entre les 3 sites, je fais le lien entre Majestic et Métropole. Donc je marche beaucoup dans le centre de ville pour chaque jour, je passe dans les 3 sites. Et, on passe au premier... Oui, on a un petit happening, on va dire. Ce sera des petites questions, un peu sur les cinémas, soit sur le nombre de je ne sais quoi, etc. Et tu vas essayer de répondre, aucun jugement, bien sûr. Pas de pression. Oui, aucune pression. C'est juste pour voir un peu. Ok. Tu veux que je mette la petite musique d'ambiance ? Petite musique d'ambiance. Ok, alors déjà, première question. Quel film a provoqué en 1988 l'incendie criminel du cinéma Saint-Michel, qui a fait 14 blessés, dont La 4 dernière sévères. tentation du Christ. Exactement. Très fort, très fort. Tu comprends ou pas le fait qu'il y ait eu autant de... Alors, je me permets d'intervenir une deuxième fois juste pour que vous compreniez bien. La dernière tentation du Christ est un film de Martin Scorsese sorti en 1988 et tiré d'un roman du même nom. Le film, qui retrace d'abord la vie de Jésus en tant que charpentier puis de leader d'un nouveau mouvement idéologique, va ensuite aller à l'encontre des textes. Il imagine un personnage de Jésus s'abandonner à la tentation, notamment celle du diable. Scorsese met donc en scène une longue ellipse dans laquelle Jésus se marie avec Marie-Madeleine, devient même père, avant bien sûr à la fin de revenir sur la croix et de ne pas céder à cette tentation. Le film a donc provoqué une indignation sans précédent parmi les autorités religieuses, notamment en France, mais aussi dans la presse. Il est vu comme blasphématoire, anti-biblique et non dogmatique. Et donc malgré le fait que Scorsese avertit en début de film du caractère fictionnel de ce dernier, Le Figaro parle d'une profanation, d'un Jésus démystifié, tandis que La Croix évoque la relation entre Jésus et Marie-Madeleine comme une invention pernicieuse. Enfin bref, voilà, ça me semblait important de préciser tout ça au vu de l'accueil religieux et médiatique que le film a eu. Parce que moi, j'avoue que je l'ai vu, et j'ai un peu compris pourquoi ça pouvait être mal vu, mais après moi ça m'a pas du tout... C'est qu'il n'y a rien de plus casse-gueule au cinéma que de s'attaquer à un sujet comme une relecture des évangiles, sachant que, et ça c'est propre à chaque religion, il y a des gens très dogmatiques, voire des gens, et encore je suis gentil en disant dogmatique, si c'était que ça, des gens qui sont un peu radicalisés, pour qui un artiste ne peut pas toucher à ça. Alors justement, la puissance et la beauté de l'art, c'est aussi la subversion, et puis les textes magnifiques des évangiles, on a bien évidemment le droit d'en avoir une relecture, surtout que c'est intéressant de savoir que Scorsese voulait être curé, il est catholique pratiquant, italo-américain, il est très attaché à ça, et c'est marrant quand Pasolini fait l'évangile selon saint Matthieu, alors lui qui se définit athée, homosexuel, beaucoup plus subversif, même s'il est attaché il a toujours dit à la culture chrétienne et à toutes les beautés artistiques qui viennent de là, il a été beaucoup moins attaqué, donc ok. Mais c'était une minorité de gens, oui, c'est vrai, ça. Globalement. Alors, quel est le plus grand cinéma de France en termes de capacité? C'est UGC Léal, je pense. Moi, j'ai pas ça.
Non. Bah, UGC là, je sais juste, c'est le cinéma qui fait le plus d'entrées au monde. Ok. Non, il est proche de nous. Le Kinépolis. Ouais. Ah, il est. C'est vrai qu'en termes de salle et de volume, j'ai travaillé 6 mois et j'ai fait pendant 3 ans des débats là-bas, donc j'ai fréquenté ce lieu. 23 salles et 7258 places. À l'homme. Parce que ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'à UGC Léal, il doit y avoir 32 ou 34 salles. Okay, mais il y a moins de capas. Et là où justement, par exemple, le Kinépolis, en général, moi quand j'y ai travaillé, c'était derrière les Intouchables. Et la barre symbolique du Kinépolis, c'est les 2 millions d'entrées. Quand il dépasse les 2 millions d'entrées par an, c'est bingo. C'était le cas que là, nous, il y a eu Bienvenue chez les Ch'tis. Mais c'est des bourrins, il l'avait mis dans 15 salles sur 23, pareil, pour Intouchables. Ils s'en foutent à peine de payer les amendes au CNC parce qu'on n'a pas le droit en termes de diversité, mais ils préfèrent payer les amendes. Et je sais que la spécificité idéale qui est en plein cœur de Paris, c'est le taux de remplissage est dingue. C'est-à-dire qu'ils ont un taux de remplissage totalement fou. Plein Paris, ouais. Et en plus, ils sortent tous les films, tout ce qui sort en salle en fait. Et là-bas, alors Kinépolis, vous le savez, il y a plein de films qui sortent pas du tout. Mais c'est moins facile d'accès aussi, je pense, Kinépolis. Là, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans les dichotomies. Aujourd'hui, tu as vraiment les salles de centre-ville avec souvent des programmations plus pointues, tu as de la VO, et puis après les cinémas de périphérie qui sont à côté de centres commerciaux, avec d'immenses parkings, avec tous les lieux de restauration, de malbouffe possibles, où il y a vraiment cette culture des gens qui viennent en famille et qui ont des bons budgets pour la soirée, parce qu'en général, d'abord, on va se faire un McDo, un Subway ou je ne sais quoi, et après, on va consommer au cinéma. Moi, des fois, quand je travaillais au Kinépolis, j'avais pas cette culture. Moi, j'ai grandi en allant dans les salles du quartier latin, au MK de Beaubourg, dans les petites salles RSC et après au Majestic Métropole. Et voir des gens qui claquaient, après avoir fait un petit repas, 50-100 euros de confiserie, plus 5 places à 10-15 euros. Tu dis, c'est un sacré budget. C'est comme une journée Euro Disney, quoi. Tu vois, c'est costaud. Et maintenant, pas le plus grand cinéma de France, mais la plus grande salle d'Europe. En termes de. En capacité, encore une fois. Capacité. D'Europe. C'est qu'il y a un rapport avec la France, quand même. C'est que c'est en France. C'est pas. Ça reste. Je sais que le Grand Rex, ils ont une sacrée grande salle. Donc c'est le Grand Rex. Ouais, c'est ça, c'est le Grand Rex. Ouais. C'est le Grand Rex qui. J'ai pas le nom, malheureusement. J'ai pas le nom. Je cherche, tu veux, à côté. Mais ouais. Qui a été refait il y a pas très longtemps. Ils ont pris d'ailleurs la déco d'origine, Art déco, qui est très 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 belle. Et d'ailleurs, ce qui est particulier au Grand Rex, quand vous allez sur le Grand Boulevard parisien, c'est que la cabine est tout en haut du bâtiment. C'est une cabine très spéciale, spécifique, un peu un lieu culte. Et c'est qu'elle est impressionnante là, ça. Combien y a-t-il de salles en France? En tout. Ouais, bon, ça c'est très. Sachant qu'il y en a déjà une centaine à Paris. Il y en a plus de 1000, je pense. Il y en a énormément. Il y a 6100. Ah ouais, c'est ouf. 6100. Et c'est le 4e parc mondial derrière. Le premier, t'as une idée? Les États-Unis, non? C'est le 2e. Ouais. Le premier est vraiment loin devant. Chine, Inde. Ouais, Chine et Inde. Encore 3e. Après. Mais c'est que c'est fou quand tu vois la taille de la France. Si on fait le ratio superficie, nombre de salles, c'est assez impressionnant. Le film français le plus rentable de l'histoire? Rentable, donc pas forcément celui qui a fait le plus d'entrées alors. Donc le rapport entre budget et nombre d'entrées ou celui qui a fait le plus d'entrées quand même? Disons les deux. Non, je crois que de toute façon, que c'est un peu le même. Parce qu'il n'y a pas eu de gros budget pour ce film-là. Entre Bienvenue chez les Ch'tis, La Grande Vadrouille, je sais plus ce qui saute dans les records de box-office et les films à 20 millions. Mais là, vas-y, non, dis-moi. Moi, j'ai Intouchable avec 426 millions. Est-ce que c'est vrai qu'il a fait. De dollars. Et ils avaient un budget de 10 millions seulement. Donc c'était un budget, rapport budget. Est-ce qu'il a fait quoi, 19 millions Intouchable au final? Ouais, à peu près, 18-19 millions. Et du coup, le film français ayant le plus d'entrées en France à l'international, c'est. T'as une idée? À l'international, ouais, les deux. Non, en France et à l'international. Je sais pas si Bienvenue chez les Ch'tis a beaucoup marché à l'international, mais. Non, mais tu l'avais cité juste avant. La Grande Vadrouille, ça reste encore. 63 millions d'entrées. Ok. C'est quand même pas mal. Et pour finir, on va dire combien de cinéma UGC en France? 55, je crois. 50. 50, c'est ça. Et 521 salles. Donc bon. Gaumont est encore un peu plus. Pâté, ouais. Pâté Gaumont est encore. De toute façon, Pâté, c'est le premier groupe européen. Ok. Ils sont loin devant UGC. Parce que UGC, ils ont des ciné en dehors de la France? Il y a juste 2 cinémas en Belgique, mais c'est tout. Donc c'est France et Belgique. Ouais, parce que j'avais vu Pâté, ils en ont. Je sais pas si c'était en Allemagne ou non. Non, pour ça c'est en Belgique, en Suisse. C'est comme UGC, ils sont producteurs, distributeurs, exploitants, donc c'est pour ça c'est un peu des monstres parce qu'ils sont sur toutes les cases de l'industrie du cinéma.
Ok. On peut passer du coup. Très bon. Très bon, oui. Ouais, très bon sur les questions, parce qu'on savait pas du tout, pas mal du tout où ça allait mener. Donc bon, excellent. On revient sur le Majestic du coup, pour que les gens se rendent compte combien il y a de personnes qui travaillent dans un cinéma comme le Majestic. Je vais compter Majestic Métropole parce que c'est la même entité séparée. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un responsable technique, il y a 5 opérateurs et au niveau des caisses, on est un petit peu moins, une petite dizaine de personnes. En gros, ça fait une quinzaine de personnes qui travaillent régulièrement sur les 2 sites qui sont sur le terrain. Donc on est sur une quinzaine de salariés. Ouais. Ok. Et pour revenir du coup avec UGC, etc., pour expliquer un peu, donc toi tu étais là avant le UGC et après, déjà expliquer le sorte de partenariat, le rachat, pourquoi ça s'est passé, comment et quand déjà. Alors maintenant ça va faire 4 ans. Après j'ai pas toutes les infos parce que les choses se sont passées rapidement et ça a été des négociations de l'ancien propriétaire et nous on l'a appris vraiment sur le tard. Il y avait des enjeux et c'était assez secret. Mais c'est sûr que l'ancien propriétaire, M. Vermeusen, qui est une grande figure du cinéma dans la région et en France, c'est un des premiers exploitants, il a eu beaucoup de responsabilités. Lui partait sur notre projet parce qu'aujourd'hui, il a repris le cinéma de Marc en Barœul, qui est un cinéma tout neuf, un cinéma municipal. Donc, ce n'est pas non plus le même enjeu, parce que c'est un cinéma de délégation de service municipal, mais c'est un très joli cinéma dans le centre de Marc. Et en échange de ça, il a fait un deal où il a repris les cinémas d'Armentières et de Cambrai. Et donc, en échange, il a, si je puis dire, revendu le Majestic et le Métropole à UGC. Parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, d'ailleurs, des fois, dans ce qu'on entend sur les polémiques, comme quoi on n'est plus indépendant, que c'est une honte, mais il y a un côté très politique, dogmatique, alors que c'est les connus du cinéma, c'est un petit peu au-delà de ça. C'est qu'il y a très peu de groupes indépendants qui ont les capacités financières, la trésorerie, pour gérer 2 salles de centre-ville, telles que le Majestic Métropole. Il y a 10 écrans, c'est 2 sites, on n'est pas propriétaire, donc des loyers assez conséquents. Après, c'est beaucoup d'argent, notamment... et ce qui se passe, c'est que M. Vermeusen a eu du nez parce que c'était juste avant le confinement et cette période noire qu'on a vécue pour le cinéma et pas que. Parce que les salles vieillissaient et lui savait qu'il n'avait plus la trésorerie nécessaire pour moderniser les salles. Okay. Et surtout qu'avec l'arrivée du gros pâté qui allait arriver à Lille avec des moyens énormes, avec un site assez imposant, incroyable, il savait que pour que ces cinémas se maintiennent et offrent encore des services intéressants à nos spectateurs, il fallait refaire les salles, refaire les sanitaires, changer les projecteurs, mettre des climatisations et tout ça, c'est des centaines de milliers d'euros et lui n'avait pas la capacité financière. Et en fait, il n'y a qu'UGC qui pouvait lui garantir, parce que c'est un groupe assez costaud, d'avoir l'assise pour en gros continuer à gérer ces salles. Parce qu'on peut fantasmer, nous-mêmes à l'époque du rachat, on aurait préféré être indépendant, parce qu'il faut se rappeler qu'avant, il y avait une vraie guerre entre Majestic, Métropole, UGC, on était totalement concurrents, c'était sympathique, il n'y avait rien de très méchant, violent. Mais c'était nos concurrents, nos ennemis, et on ne se ménageait pas. Il y avait une vraie concurrence, surtout Majestic, UGC. Et donc, nous, on en était surpris. Et puis même, c'est vrai que de manière un peu, si je puis dire, de manière un peu politique, on aurait préféré rester indépendant, on préférait cette culture-là. Bien sûr. Donc, on était sceptiques, on a attendu de voir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se passe très bien, parce que quand tu travailles avec des gens qui sont compétents, engagés, motivés, passionnés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de cynisme. Moi, je travaille avec des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font, qui aiment vraiment le cinéma, et qui surtout, moi c'est ce qui m'a assuré, pour eux c'est très important qu'on reste à RSC, parce que même pour UGC c'est une vitrine, on est les 2 seuls RSC du groupe UGC. Et ce qui est intéressant même depuis l'année dernière où vraiment les entrées ont repris, je peux vous donner un exemple très concret qui est une petite fierté aujourd'hui pour nous à Lille, c'est que chaque été on organise une grande rétrospective d'un grand cinéaste. Les précédentes années c'était Pasolini, Fassbinder, donc on est toujours sur grand cinéma d'art. Et moi j'avais prévenu en amont mon directeur que la rétrospective de l'été dernier c'était Lars von Trier, on passait en intégralité tous ses films, parce que nous c'est un incontournable pour nos spectateurs, pour la fidélité qu'on enverra et puis par rapport à nos engagements auprès du CNC. Et donc en amont on a fait une programmation avec une communication, et pour la première fois UGC a créé un visuel, et UGC Léal nous a copié, sauf que nous on l'a fait sur 7 semaines la rétro, Léal l'a fait sur 1 semaine, et comme Léal est un cinéma très particulier, un visuel a été créé pour Majestic et Léal, et depuis on fait
UGC a compris que ça marchait très bien chez nous, la Cinémathèque. Là, on a fait 4 semaines de Wong Kar-wai, il y a plus de 1500 spectateurs, ce qui est assez énorme. On a le meilleur résultat de France sur la rétrospective de 4 films de Wong Kar-wai. On devait la garder 2 semaines, on l'a mis 4 semaines. Encore, on a dû arrêter parce qu'il y avait d'autres films qui sortaient. On aurait pu continuer à remplir les salles et c'était assez hallucinant l'engouement autour de ces films-là. Et par exemple, maintenant, UGC, comme Lille, là, il démarre une rétrospective Quentin Dupieux avec ce visuel qui a été créé à l'époque. On sait qu'il y a toute une dynamique qui est assez vertueuse parce qu'il voit à quel point à Lille, les films de répertoire de Cinémathèque marchent énormément, à quel point il y a une vraie envie de ça. C'était justement, on en avait parlé au moment de la rétrospective d'Hitchcock. Ouais, où tout les à fait. salles étaient tout le temps pleines. Enfin, en tout cas, j'étais allé. Alors que c'était pas Hitchcock les plus connus. Même en décembre, j'ai été présenté le Mépris à UGC. Il y avait plus de 200 spectateurs, jeudi à 21h. Et c'est vrai qu'à Lille, c'est une ville très culturelle, une ville où il y a beaucoup d'événements, une ville très étudiante, c'est une ville qui fonctionne très bien. Ça fait partie de ces villes de France comme Strasbourg, Nantes, Bordeaux, où il y a des salles RSC, ou plein de salles qui font des choses très très intéressantes. Voilà. Donc c'est vrai que le rachat s'est fait avant tout pour des raisons très économiques, des raisons très rationnelles. Et maintenant, c'est vrai que moi, on est totalement rassurés parce qu'ils ont été très fidèles par rapport à leurs engagements. Ils n'ont pas touché du tout à la culture, à notre programmation. Après, le seul truc qui a changé, c'est que, et ça, c'est pas notre sort parce que nous, on fait pas les films, c'est vrai que par exemple aujourd'hui, au Majestic, comme je disais tout à l'heure, qui était le lieu du cinéma d'art américain. Malheureusement, aujourd'hui, le cinéma d'auteur américain, c'est un peu compliqué parce qu'Hollywood hésite et même a mis de côté pas mal de grands réalisateurs. Quand on voit le dernier Fincher est sur Netflix parce qu'ils veulent plus financer un Fincher, Hollywood, ça les intéresse plus, même lui. Pourtant, il fait pas des films non plus, des films que personne ne voit. Donc c'est vrai que notre programmation, on le voit, on a de plus en plus de films européens et français, asiatiques au Majestic. Et c'est vrai que même le dernier Scorsese, il est à UGC parce qu'il faut des grosses salles, des grosses capaces. C'est encore Amazon ou Apple, je sais plus, qui a bien voulu que le film sorte en salle, alors qu'à la base, il est encore une fois pas destiné aux salles. Donc on a fait comme un cadeau à Papy Scorsese. Et tant mieux, parce que le film est très très bien. Donc c'est vrai que ce qui a plutôt changé, oui, c'est plus la même programmation. C'est plus donc ça a un peu influé sur ça. Parce que des fois, des gens qui peuvent pas très bien connaître forcément l'industrie du cinéma disent oui, votre programmation a changé. C'est les films qui ont changé. Oui, nous, on continue à avoir nos labels, à sortir les films à RSC, à sortir les films des grands réalisateurs qui comptent. Mais effectivement, comme Hollywood a pris un pas où ce qui les intéresse, c'est plutôt les mecs avec des costumes moulants, les films d'animation, ou alors les films d'horreur populaires. C'est aujourd'hui ça un peu le cœur de cible d'Hollywood. Après, heureusement, il y a pas mal de films indépendants, notamment les fameux films A24, qui depuis Moonlight jusqu'à cette année, des films qui marchent très bien, comme... on a eu le cas cette année avec Aftersun ou là encore Dream Scenario qui est sorti. Il y a plein d'autres petits films. Là, il y a Iron Claw qui est sorti aussi. Tout ça, c'est les films A24, donc c'est les films indépendants. On a aussi Pass Live qui marche très bien, qui est dans cette veine, etc. Mais c'est vrai qu'on manque de grands noms en fait et de grands réalisateurs américains avec des films grand public. Mais il y a quand même des gros films. Enfin, je crois que c'était Anatomie d'une chute. Je suis allé le voir au Majestic. Non, il est pas. Ça arrive tous les 20 ans. C'est-à-dire, c'est un film phénomène. C'est-à-dire déjà, il y a eu peu de Palme d'Or françaises. Et là, le film va arriver à 1,5 million. Jamais une Palme d'Or n'a fait autant d'entrées. Donc là, c'est vrai que ce film, c'est la cristallisation à la fois d'un film d'une réalisatrice qui compte, qui a fait des films précédents qui étaient déjà de très bonne tenue, des films de qualité, sans aller aussi loin dans la reconnaissance critique et publique. Mais là, quand tu as une Palme d'Or qui a de vraies belles qualités cinématographiques, avec la dynamique du Festival de Cannes, puis la critique derrière qui pousse, malgré tout son petit discours qu'il a sûrement grillé pour les Oscars, ça crée aussi une dynamique autour du film, ça fait parler. Et puis après, il y a un truc qui, au cinéma... fonctionne mieux que n'importe quelle critique, n'importe quel prix, c'est le bouche-oreille. Et là, on le voit parce qu'on l'a ressorti pour le festival Télérama. Moi, je sais qu'on l'a passé lundi et mardi soir. On a fait 2 complets. À chaque fois, on a dû refuser 30-40 personnes. Du coup, la UGC l'a ressorti tous les soirs à 20h30. Et on sait que le film va sûrement rafler tous les Césars. Donc, il va avoir une ressortie d'après César. Donc, il va faire ses 2 millions d'entrées les doigts dans le nez. Alors, si en plus, il a un Oscar, ça serait la cerise sur le gâteau. Et là, on peut que se réjouir d'avoir un film français exigeant, de qualité, qui soit aussi
populaires dans le très bon sens du terme, qui réunissent autant de spectateurs. C'est moi, hier, je présentais Van Gogh, et Van Gogh, quand il sort en 91, il fait 1,3 million d'entrées aussi. Okay. À l'époque, c'était... Piala était un cinéaste assez populaire malgré tout. Ouais. Mais c'est vrai que ces dernières années, oui, les Palmes d'Or, c'était des films qui avaient pas eu cet engouement. Donc là, on en profite parce que c'est pas tous les ans. Hein. Oui, mais du coup c'est... vous avez quand même la main sur sa diffusion, c'est pas renvoyé à l'UGC. Alors ce qui se passe, c'est que quand il y a des grosses sorties, il peut y avoir ce qu'on appelle des doublons. Donc des fois, il y a un film qui peut avoir une copie à UGC, une copie au Métropole Majestic. Okay. C'est ce qui s'est passé avec Anatomie d'une chute, parce qu'on savait que cette Palme d'Or était attendue. Après, souvent on attend de voir au bout d'une semaine ou deux comment la dynamique fonctionne. Si à un moment le film n'explose pas, on le met que dans une salle pour le recentrer. Alors on évite de faire des doublons, mais il y a des films pour lesquels c'est indispensable. Mais du coup, ça permet un truc très vertueux, le doublon. C'est qu'en gros, dans la programmation, on fait qu'en gros, le film, il y a une séance chaque heure. Okay. Donc quand tu as des films très attendus, alors des fois c'est aussi pratique quand il y a des films assez longs aussi, parce que des fois un film de 2-3 heures à programmer, c'est compliqué. Tu peux, en plus, depuis la ouverture, on a des amplitudes d'ouverture moins importantes. Avant, on avait des séances entre 11h et 21h30. Maintenant, c'est entre 13h et 20h30. Okay. C'est pour ça qu'on a perdu mécaniquement du monde, parce qu'on est ouvert. On est moins ouvert. On est ouvert que le dimanche matin, par exemple, au Majestic. Donc, des fois, mais les doublons, oui, c'est 4-5 fois par an pour vraiment des films très attendus qui collent aux deux programmations. Donc, c'est assez rare quand même. Oui, comment vous choisissez, par exemple tu parlais des rétrospectives, etc. Est-ce que c'est que le Majestic ou UGC a quand même son mot à dire, même si, comme tu as dit, ils ont quand même ils ont un vrai amour du cinéma, etc. UGC a tout à fait son mot à dire, parce que la programmation dépend... parce qu'en fait, au siège du UGC, il y a vraiment une équipe de programmation. Alors, il y a le grand patron de la programmation qui, lui, va plutôt négocier en amont avec les distributeurs, les films sur des conditions, des fois, qui vont être plutôt financières ou d'équilibre de répartition. Et puis, il y a vraiment la responsable de la programmation qui, elle, chaque lundi, avec les 55 directeurs du UGC, passe un peu de temps au téléphone. En fait, concrètement, on a un fichier de programmation à 2 mois où on sait tout ce qui va sortir avec une répartition par salle. Sachant qu'il peut avoir au dernier moment sachant que chaque salle a ses labels, on va dire, à sa éditoriale, à sa culture. Et puis après, le lundi, dans la matinée, tu reçois un fichier Excel avec vraiment les films qui rentrent, les films qui sortent, et avec un premier plan de programmation, mais sans rentrer dans le détail. Et après, c'est au directeur, qui lui, avec un logiciel de programmation qu'on a, qui va faire le placement de films par salle, le nombre de séances, etc. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des négociations avec les distributeurs. Ce sont vraiment eux, les vecteurs des films qui sortent en salle. C'est eux qui choisissent les dates de sortie, et c'est avec eux qu'on négocie. En général, c'est toujours minimum 2 semaines, avec une négociation sur un nombre de séances par jour pour 2 semaines. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Quand Anatomie d'une chute est sorti, parce que UGC n'a pas trop cette culture, le distributeur avait imposé aux salles qui voulaient le sortir de l'avoir minimum pendant 3 ou 4 semaines, je ne me souviens plus, dans une grande salle. Moi, ça me paraissait totalement logique, et c'était évident qu'Anatomie d'une chute, vu l'attente du film, qui serait dans les plus grandes salles, et que forcément, on s'attendait à ce qu'il fonctionne, pas autant que ça. Ça, c'est vraiment une belle surprise, mais l'avoir 3 ou 4 semaines en grande salle, c'était pas un gros risque. Et le distributeur, comme il travaille plutôt avec des salariés, il avait cette habitude, il y avait une espèce d'évidence. Alors que j'essaie dans ces négociations, ils ont... Je pense qu'on a l'habitude de ce type d'injonction pour une sortie de salle, surtout avec les distributeurs français, avec les Américains. Des fois, avec Disney, tu ne peux pas négocier. Ils sont trop puissants. Très concrètement, Disney, Pixar, Marvel refusent de travailler avec les salles indépendantes françaises à RSC parce que ça ne les intéresse pas. Ils ne vont pas négocier avec des nains. Et surtout qu'on a des petites capas de salles. Ils veulent des salles de 400-500 places. Il faut faire du box-office, etc. Il y a quasiment une forme de mépris. Ils s'en foutent. Ils sont sur leur planète. Moi, ça me va. Tant mieux qu'on n'ait pas ces films chez nous. Mais c'est vrai qu'il y a toute une hiérarchie, si je puis dire, de programmation. Après, les rétrospectives, c'est particulier. Moi, régulièrement, avec le directeur, on se voit parce qu'il y a énormément, il y a de plus en plus de films chaque semaine qui ressortent en salle, des films qui sont des rééditions, qui ont été numérisés. Et il y a un calendrier qui est vraiment assez passionnant de tous les films qui ressortent. Et là, jusqu'en juin, on sait tout ce qui va ressortir nationalement. Et on essaie d'en prendre un maximum quand on peut par rapport à la programmation classique, parce qu'on se doit d'avoir ça et que ça marche très bien. Mais là, c'est bolo. Par exemple, cette semaine, on devait ressortir Le Limit de Mankiewicz, un grand film
avec 2 acteurs extraordinaires. Et là, pas de chance, le distributeur a perdu le DCP, le fichier du film. Il a perdu le... Donc des fois, il y a des petites contraintes comme ça. Hein. C'est très humain. Là, c'est un petit distributeur qu'on connaissait à peine, qui a eu les droits pour ressortir ce chef-d'œuvre de Mankiewicz. Et nous, on était ravis de l'avoir. On avait déjà tout préparé. Hein. Et puis, dernier moment, allô, désolé, on a perdu le DCP, on vous tient au courant. Alors que le film avait une sortie nationale, il était prévu dans, je sais pas, une trentaine de salles en France. Donc des fois, il y a des trucs très... C'est une grosse industrie, mais il y a des petits couacs. Des fois, ça tient à pas grand-chose d'avoir un film au problème de disque dur. Voilà, c'est totalement ça. N'importe quelle échelle. Ça des problèmes. Est-ce que du coup, ce rattachement à UGC, ça vous oblige à respecter des prix, notamment sur les places ou juste avant qu'on soit racheté, le billet chez nous était à 9,80. Après, la grosse différence, c'est pas sur le. Là, mettons, par exemple, on est à 11,30 €. Mais même si on était resté indépendant, chaque année, il y avait une augmentation qui est évidemment, si je puis dire, au prorata de l'inflation, du marché, etc. Après, il faut savoir que sur une place de cinéma, il y a une grosse partie qui va aux ayants droit, aux distributeurs, au CNC. D'ailleurs, la vertu du cinéma français, c'est que quand Bienvenue chez les Ch'tis ou Intouchables font 19-20 millions d'euros, derrière, ça va permettre de financer 10-15 films d'auteur, puisqu'on a ce gros mot qu'utilise le Rassemblement national, qui est la préférence nationale ou la droite dure aujourd'hui. Il n'y a qu'un secteur en France qui bénéficie de ça, c'est le cinéma. Le cinéma bénéficie vraiment de la préférence nationale. Vous savez qu'en France, il y a l'obligation qu'on produise 200 films par an. Et ça, cette quasi-injonction d'État, elle est géniale. Parce que si vous prenez le cinéma italien, qui des années 40 à 70 était au sommet et produisait des chefs-d'œuvre avec des grands réalisateurs que je ne vais pas tous énumérer ici, à partir du moment où l'État italien a décidé d'abandonner toute subvention publique, le cinéma italien s'est écroulé, à l'image de Cinecittà dans Le Mépris, qui a fini en ruine. Là, ça reprend parce qu'il y a maintenant beaucoup de séries qui se font et les Américains tournent en Italie parce qu'il y a des beaux décors, etc. Voilà. À l'époque, quand Pasolini sortait le Decameron, qui est un film quand même assez pointu, il a fait 25 millions d'entrées en Italie, le Decameron. Alors que c'est un film, c'est Pasolini, c'est une reprise de Boccace, c'est un film, voilà. Donc le cinéma italien, c'était un truc de fou, quoi. Et donc en France, c'est vrai que c'est important qu'on maintienne justement, qu'on maintienne ça, parce que ça c'est vraiment très très précieux et très vertueux. Alors, je me suis garé par rapport à la question initiale peut-être. Non, c'était sur les prix. Est-ce que vous les avez baissés ou montés Après, là, pour être tout à fait franc, la grosse différence, et ce qui a pu un peu agacer nos habitués, nos spectateurs, et nous aussi au début, on était un petit peu agacés, c'est que à l'époque, c'était un peu la fête, c'est-à-dire que pour payer plein pot, il fallait vraiment le vouloir, puisqu'il y avait le tarif demandeur d'emploi, le tarif retraité, et surtout, si tu avais la carte Fnac, la carte Furet, c'était adhérent Grand Mix Aéronef, tu payais 6,50 ou 5,80 pour 2. Donc pour payer plein pot, vraiment, fallait le vouloir. Et en plus, même les cartes qu'on avait où on vendait 5 ou 10 places, elles étaient valables beaucoup plus longtemps. Parce qu'en fait, UGC, il suffit pas besoin d'avoir fait des études de marketing quand on voit la grille tarifaire pour comprendre que la volonté du GC, c'est de prendre la carte illimitée, qui est un moyen de fidéliser les spectateurs. Et donc le billet peut paraître cher. Nous, on est à 11,30 €. UGC va être à 13,30 €. À Paris, ça va monter à 15-16 €. N'importe quelle salle Pathé aujourd'hui, Kinépolis, c'est entre 15 et 20 €. Et maintenant, il y a cette idée, c'est ce qu'il y a au Kinépolis, où chez Pathé, plus votre salle a de la technologie. Si tu vois une séance en 4D laser, ça peut monter à 25 €. Parce qu'il y a cette idée. En fait, il y a un nouveau plan marketing qui a été lancé au niveau de la ouverture des salles. Et c'est un plan marketing bien sûr des États-Unis, et c'est mondialisé, parce qu'on vit dans ce monde-là, mondialisé. Et c'est ce qu'ils appelaient la premiérisation des salles de cinéma. C'était de se dire, le cinéma a toujours été, on va dire, victime de concurrence d'autres supports filmiques. Ça fait 100 ans qu'on annonce la mort du cinéma. Le passage du muet au parlant, l'arrivée de la couleur, de la télé, de la VHS, du téléchargement, des plateformes. Mais le cinéma, il s'en sort toujours, il renaît toujours de ses cendres. Il y a toujours le plaisir de voir des films en salle, dans le noir sur grand écran, tout à fait. Donc le cinéma doit s'adapter. Et la première réalisation, c'était de se dire, à l'heure où les gens peuvent mater chez eux des films avec un confort total absolu, avec une offre dingue, c'est de faire le maximum pour offrir du confort dans les salles, et que les salles de cinéma procure des sensations uniques qu'on n'aura jamais chez soi. Alors, il y a le côté grand 8, mais c'est aussi l'origine du cinéma, qui était dans les cirques, et qui était un truc spectaculaire, avec le fauteuil qui bouge, la pluie qui tombe. Tu peux te faire des séances un petit peu, voilà. Mais ça marche bien avec les films plutôt grand public. Mais c'était surtout, nous, ce qu'on a fait à notre petit niveau, c'était pas pour ça qu'on a refait des salles, qu'on a refait les sanitaires. C'est que oui, tu peux pas te permettre, quand tu vends des places à un certain prix, de faire que les gens aient des projections d'une qualité moyenne, ou que les gens sortent mécontents parce que mal installés, parce que
qu'il n'y a pas le confort qu'ils veulent. Et tout ça, ça se finance. Il faut aussi un petit peu de trésorerie. Nous, par exemple, on doit refaire entièrement les climatisations, parce qu'on a des étés maintenant un peu compliqués. Et dès que tu dépasses 30 degrés, les clims, elles sautent. Et tu as des salles où il fait 35 degrés, c'est des vrais saunas, c'est pas très agréable. Donc il y a aussi ce côté très concret de trésorerie, c'est un commerce, il faut du confort, satisfaire des spectateurs, des clients. Et au-delà d'avoir des films et des bons films, de bonne programmation, le nerf de la guerre, en fait, c'est même pas les films, c'est tout ce confort que tu as. Et que les gens, quand ils viennent, c'est un principe de fidélisation, ce qu'il y a dans tous les commerces, qui se disent pas, ici c'est de la merde, je reviens pas, quoi. J'ai vu la différence. J'étais rentré, je suis du Sud à la base, et je suis rentré, je suis allé voir un film à un CGR. Et la salle, elle était magnifique, elle était toute neuve, mais j'avais l'impression d'être comme assis dans un jeep, dans une un siège en faux cuir, et ça marque, tu vois. C'était la première fois que je voyais ça, du coup. C'est que maintenant la tendance, c'est d'avoir des moins grosses capas, mais des fauteuils beaucoup plus confortables. Et encore maintenant, en France, les doubles fauteuils, les lits et tout. En France, on est soft. Quand tu vas en Corée, qui est un immense pays de cinéma, où les salles de cinéma sont ouvertes 24/24 à Séoul. Des fois, nous, les gens se plaignent parce que les gens mangent des pop-corn alors que c'est l'essence du cinéma, c'est art populaire. Mais en Corée, t'as des self. Après, il y a des gens qui t'as du self-show à volonté dans les salles coréennes ou américaines. C'est-à-dire que dans les salles coréennes, en haut de la salle, t'auras un self buffet à volonté où tu peux prendre. Et les gens, ils sont installés hyper confortablement. Ils ont leur petite table, ils ont leur barquette et ils mangent. C'est un resto cinéma, quoi. Et nous, on reçoit des magazines de cinéma, justement, où il y a pas mal d'articles qui prennent toutes les nouvelles salles aux États-Unis, en Asie, etc. Et c'est qu'il y a des salles, même tu vas en Belgique, à Moucron, ils ont des super petites salles où tu as la coupe de champagne offerte, tu peux allonger tes jambes, tu as ton petit plateau. Donc, il y a plein de. Après, il y a plein de gens, évidemment, du marketing, du commerce qui essaient de trouver des petites choses pour. Voilà, quoi. Mais pour mes grandes jambes, je pense que c'est pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, surtout la salle. Il y a une salle. UGC, celle 8, je crois. Ah oui, ça, elle est mythique. D'ailleurs, c'est pour ça que le prix, elle est. C'est moins cher. C'est moins cher. Parce que la salle, elle est tellement. Je peux pas rentrer. Et on avait regardé Killers of the Flower 3h30 accroupi, là, c'était compliqué. C'était horrible. Mais oui, non, et je voulais demander, sur les 11,30 ou de tarifs de base, combien vont au Majestic pour justement améliorer tout ça ? Il y a une bonne grosse moitié qui part donc distributeur, producteur ayant droit, CNC, etc. Donc nous on touche un peu moins, on doit toucher dans les 40%, je pense, un truc comme ça à peu près. Et du coup c'est réinvesti dans le ciné. Ah oui, parce qu'après évidemment, il y a des budgets à tenir. Et ça, c'est le boulot du directeur qui fait ses propositions de budget. Et chaque année, justement, il y a une partie de travaux. Je sais que là, on doit encore refaire quelques salles. On doit aussi, il y a quelques projecteurs à changer. Ou alors, parce qu'il y a aussi un truc qu'on subit maintenant que le numérique, c'est l'obsolescence programmée. En gros, aujourd'hui, il y a un appareil numérique qui fait même pas 10 ans et ça coûte 25, 30, 40 000 euros. C'est pas donné. Donc ça, c'est le cas pour toutes les technologies. Alors à l'époque, quand on est passé au numérique, on était le premier pays au monde à le faire. Il y a eu beaucoup d'aides d'État, de financement d'État pour aider les salles justement à financer tout ça. Mais tout de suite, maintenant, quand tu dois changer une lentille, une carte, un disque, je sais pas quoi, moi j'y connais pas grand-chose. Ah ouais, c'est pas des petits montants. Comme des voitures, comme des belles voitures, c'est clair. Période Covid. On retourne parler du Covid. Oui. Comment ça s'est passé ? Est-ce que le Majestic a fermé ? Forcément. Oui, il y avait une obligation. De toute façon, vous vous souvenez, il y a un moment où on était tous terrés chez nous. Il n'y avait aucun commerce. C'était... après, ce qui était particulier, effectivement, quand on a rouvert, c'était une période très anxiogène. Donc, il y a beaucoup de gens... en plus, à l'époque, les capacités des salles de cinéma étaient très diminuées parce qu'il fallait laisser des écarts entre fauteuils. Il y avait un masque obligatoire. Le truc le plus gênant à vivre, là, c'est plutôt des questions morales et politiques. C'était cette obligation qu'on avait du pass et de scanner. C'est-à-dire que tu travailles dans le commerce, dans un loisir, tu es passionné, tu as un rapport avec des spectateurs que tu connais, ils viennent voir des films. Et ce côté quasiment film d'anticipation, un petit peu d'ailleurs anxiogène, où tu devais scanner le pass des gens pour qu'ils aillent voir un film... tu le faisais pas avec une grande gaieté de cœur. Après, le fait qu'on soit là pour rassurer les gens sur le fait que fallait porter le masque, c'était entretenu, on était tous dans cette dynamique, fallait être solidaire, pour essayer de faire les choses correctement et de jouer le jeu, on va dire. Après, c'est agréable que les gens... Après, par contre, ce qui était très très beau, à contrario, c'est que quand on a rouvert, il y a des gens pour qui, on était une bouffée d'air frais, qui était mais quasiment en larmes, qui étaient très émus qu'on réouvre, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui sont
seuls, qui vivent seuls, et qui n'ont comme seul loisir, comme seul contact humain, le fait d'aller voir un film et discuter avec les équipes, comme tu peux l'avoir avec un autre petit commerçant, que tu sois célibataire, une petite mamie ou des gens qui vivent seuls, malheureusement, qui ont voilà. Et c'est par contre, c'était émouvant de voir des habitués, des gens qu'on connaît depuis longtemps, qui étaient, mais enfin, c'était, il y a un côté messe avec le cinéma, il y a un côté aussi comme ça. Donc, et puis après, en plus, au moment de la ouverture, bon, l'offre de films, fallait pas être très exigeant, c'était assez compliqué. Mais ça, c'était pas le plus important. C'est au moins le symbole qu'on puisse rouvrir, qu'on puisse. Et donc, ça appartenait déjà à UGC. Oui, parce que ça s'est fait. C'est là où, tout à l'heure, je le disais en creux, notre propriétaire a vraiment eu le nez fin, parce qu'il a revendu juste avant. Parce que sinon, il y avait des risques. La chance qu'on a eu quelque part, c'est là où le rachat du GC n'est pas, contrairement à ce que personne pense, c'est pas le diable qui nous a racheté non plus. C'est que si on était resté indépendant, ça aurait été peut-être plus compliqué qu'on soit pérenne. On aurait été sûrement beaucoup plus menacé économiquement parce qu'on n'avait pas. Parce que l'avantage du GC, comme ils sont producteurs-distributeurs, quand UGC produit, il distribue Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi qu'on en pense du film. Moi, je ne l'ai même pas vu, donc je ne vais pas parler de ce film. Et j'ai même pas envie de le voir. Donc, je n'ai même pas de mal à dire. C'est que quand ce film-là, je ne sais plus, fait 12-13 millions d'entrées, pour le groupe UGC, ça fait des recettes pour l'ensemble du groupe du salarié et ça permet aussi de financer des choses pour l'exploitation. Donc, quand tu as des groupes comme Pat UGC qui sont aussi à la production de films, ça fait des rentrées d'argent qui peuvent compenser le manque à gagner l'exploitation. Alors que quand tu es juste exploitant, comme n'importe quel petit commerce, tu fermes et tu as 0 € qui rentrent pendant X mois. Et tu payes le loyer. Alors, même s'il y avait des aides d'État, etc., c'était pas fait évident non plus. Donc. Et après le Covid, il n'y a pas eu un... Bon, du coup, ça a pris un peu de temps vu qu'il y avait toutes ces restrictions. Mais il n'y a pas eu un rebond de visiteurs ou de... Le rebond, c'est cette année. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même attendre... Parce que 2015-2019, c'est les années records pour le cinéma français, où on a explosé tous les chiffres du box-office. Là, cette année, on a dépassé les 180 millions d'entrées. J'ai vu ça. Donc, c'est vraiment la première année. Et il n'y a pas de secret, parce que même au-delà... en fait, j'ai envie de dire, c'est même concomitant. C'est la première année depuis l'ouverture des salles qu'on a une telle offre de qualité de film. On l'a vu avec le festival Télérama, la sélection, et moi le premier en tant qu'aussi spectateur, amoureux des films. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de films de qualité. Malgré la grève Hollywood, pourtant, donc on sent qu'il y a comme une dynamique qui a repris sur les productions de films, les tournages, puisqu'il y a aussi un système de confiance, parce que même si ce sont des artistes à la base de tout ça, l'industrie est quand même très prégnante. Et donc, il faut aussi que les films puissent être produits, financés, tournés. On est à toute cette dynamique du cinéma. Et c'est vrai que le retour des spectateurs, il n'y a pas de secret. Les gens savent ce qu'ils vont voir, les gens ont du goût, les gens aussi ne vont pas voir tout et n'importe quoi. Et quand il y a une belle offre de films, les gens reviennent mécaniquement. Donc, c'est vraiment un cercle très, très vertueux. C'est ce que je disais à Raphaël l'autre jour, c'est que moi, j'ai pris mon abonnement UGC là, très récemment, en octobre. Et j'ai vu Anatomie d'une chute, Procès Goldman, Règne animal. Et à chaque fois, je me disais, mais en fait, je prends une claque à chaque fois. Pourquoi Et en fait, je me rends compte quand même que c'était des gros films qui ont rassemblé et qui ont fait l'unanimité aussi sur... Par exemple, pour donner des chiffres, au Métropole, cette année, on a repassé la barre des 100 000 spectateurs, alors pareil qu'on n'a plus de l'essence du matin. Et au Majestic... L'année record, c'est 225 000 entrées. C'était il y a quelques années. Et là, on a frôlé les 200 000. Il a manqué pas grand-chose. Donc, on est presque à 300 000 entrées sur les deux sites. Lucas, il ne pouvait pas venir. C'est à cause de moi. J'étais pas là au début de l'année prochaine. Faut te rattraper. Et donc, c'est la première année, effectivement, où... Et on sent que maintenant, il n'y a plus aucun frein. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucun discours de qui que ce soit qui a une crainte de venir au cinéma pour des raisons plutôt... Il y a le petit moment punaise de lit. On n'y a pas échappé. En plus, c'est parti d'une polémique à UGC. C'est vrai. Alors que les gens ne le savent pas, mais c'est-à-dire qu'il y a un traitement qui est fait régulièrement depuis des années. On n'a pas attendu d'avoir cette polémique pour s'occuper de ça, parce que c'est des choses qui sont prises en compte dans la gestion des salles de cinéma. Et on a des traitements qui sont faits. Donc là, il suffit de peu maintenant pour créer un buzz, et c'est parti d'une séance à UGC Bercy. Il y a eu une adresse de communication, on va dire. Et alors que c'est un truc nous qu'on fait, qui est pris en compte, qui fait partie de l'entretien des sites de cinéma. Vous n'avez pas du tout eu peur de voir quelques punaises sur vos sites? Du coup, ce qu'on a fait très concrètement, parce qu'il faut être professionnel, c'est que des spécialistes sont revenus pour retraiter
retraités pour que nous, on soit sereins. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des chiens détecteurs de punaises de lit. Ah ouais. Donc, on a fait venir les brigades cynophiles qui sont basées qu'à Paris. Donc, ils étaient débordés parce qu'il y a eu un petit moment un peu d'hystérie, vous vous souvenez? Ah bah oui. Oui, parce que moi, les gens que je connais qui ont eu ça, c'est une catastrophe absolue. Donc, personne n'a envie d'avoir ça chez soi. Ah ouais, non, mais tu dois déménager, ça coûte de la thune. Je me souviens que quand j'allais au cinéma, moi, je regardais toujours mon Ah oui, siège. c'est vrai. Au début, je regardais mon siège. Mais non, on après, sait ça jamais, c'est compréhensible. Donc, on a refait venir des équipes avec des chiens, on a retraité pour être sûr vraiment qu'on n'ait aucun souci dans nos salles. Détecteurs de... Parce que ça peut être un truc. Ça peut gâcher. Ça peut être catastrophique vraiment, parce que ça va vite. Et puis c'est légitime. La dire, c'est c'est partout en plus. Bah ouais, c'est ça, les salles de cinéma. C'est Denis à. Pareil, les salles de cinéma, c'est un lieu qu'adore les souris. C'est un truc sur lequel où on traite beaucoup. Ok. Bah, il fait chaud, il fait noir, il y a partout les petits trucs à grignoter. Les souris, d'où l'expression, on passe dans des trous. Donc pareil, ça fait partie des petits trucs qu'il faut quand tu gères l'exploitation de sites comme ça. Bah, il y a des trucs très concrets, hein, c'est très sur l'hygiène, le disque dur. Tout à l'heure. Vous avez jamais eu d'autres scandales ou quoi au Majestic, ou à l'époque il y a eu des choses. Non, scandale, je n'ai pas souvenir. Non, j'ai pas. Enfin, Okay. j'y suis, non, il n'y a rien eu de trop. Rien eu de ouf. Vous êtes propre. Ouais, globalement. Qui se balade dans la salle 4. Oui, j'ai bien vu des trucs. Mais... Deuxième happening. Donc on a deuxième et dernier. Bah là, je vais te poser juste. Je vais te donner un film et tu vas devoir dire si c'est un remake ou l'original. Okay. Parce que parfois on pense que. Et non. Ok, alors Scarface de Brian De Palma, un remake ou un original? Un remake, l'original, c'est Howard Hawks en 32, je crois. Exactement. Qui est 10 fois. C'est un film, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et qui est lui-même l'adaptation d'un roman d'Hermitage Trail. Ok, 1 sur 1, c'est excellent. Indiana Jones, remake ou original? Original, j'irais. Original. Moi, Spielberg, ouais. Il n'est pas dur à il n'est pas très remake, Spielberg. Si, il a fait West Side Story il n'y a pas longtemps, mais. Oui, mais non. Le personnage, ça a été écrit par George Lucas. George Lucas, son copain. Les choristes, remake ou original? Ça sent bien le remake, ça. C'est le remake, ouais. Et ça a eu César du meilleur son et de la meilleure musique, et ça a été nominé à meilleure chanson originale aux Oscars. Okay. Il date quand le remake? Et le remake date de 1945, ça s'appelait La Cage aux Rossignols. Ah oui, de Jean Dréville. Je l'avais lu à l'époque, La Cage aux Rossignols. Cage aux Rossignols, okay. 1945. Mais on pensait pas. Hein. Ah, c'est longtemps. Quelle merveille. Quelle merveille, vraiment quelle merveille. Quelle merveille. De battre, mon cœur s'est arrêté, de Jacques Audiard. Sorti en 2005. Non, en général, Audiard, c'est les scénarios originaux. Et une déception va avoir lieu. Ah ouais. C'est un remake. Ah ok, d'accord. C'est un remake de... donc en plus, ça a eu 8 Césars sur 10, etc. Et c'est un remake de Mélodie pour un tueur de James Toback. Qui est un très bon film. Sorti en 78. Film, qui est un top film, ok. Donc bon, ça va, il n'était pas facile. King Kong de Peter Jackson. Il y en a eu des King Kong. Ouais. Donc c'est un remake. C'est comme les Godzilla. C'est un remake qui est lui-même un remake donc c'est un triple remake là-dedans. Enfin, ouais. Inception de Christopher Nolan. Non, ça c'est de l'original. C'est de l'original. Scénar en même temps. Je sais pas qui aurait pensé à ça avant. Surtout en 1900, je sais pas combien. La chose, The Thing de John Carpenter. Ah voilà, c'est pas évident. En tout cas, s'il y a un remake, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Donc je vais dire non par honnêteté parce que je ne sais pas du tout. Non, c'est un remake. C'est un remake qui date de 1951 par Christian Nyby. Je connais pas du tout ça. Okay. Et qui s'appelle The Thing from Another World. Donc la chose d'un autre monde. Donc voilà. Et donc, peut-être un petit dernier. Retour vers le futur. Oh, c'est original. Ça. Original. Parfait. Bon, on est quand même pas mal. Hein. Très bon. Très bon quand même. Hein. En plus, parfois, t'as sorti les réalisateurs et tout. Moi, c'est un grand oui. Merci. Excellent. On voulait parler à la fin un peu de tes goûts cinématographiques ou de ton réalisateur, ton style de cinéma préféré, etc. Qu'est-ce que t'aimes voir? Dernier film que t'as vu, par exemple? En salle? Ouais. Le dernier que j'ai vu en salle. C'est vrai que maintenant, je vois beaucoup moins de films en salle qu'avant. Ah ouais? Et tu payes pas pourtant. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je fais une différence, on doit dire, entre le cinéma et les films. Ok. C'est-à-dire que j'aime le cinéma et j'aime pas beaucoup de films.
Parce que j'ai un rapport au cinéma qui est tellement particulier, c'est que pour moi, le cinéma, c'est pas du divertissement. Ça doit me remplir de quelque chose. Et si je vais voir un film, si c'est pour l'avoir oublié 1 heure ou 2 après, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. J'aime bien qu'un film me travaille quelque chose et me transcende. Ce qui me divertit, ce que je regarde chez moi, c'est les séries, où là, j'ai beaucoup moins d'exigences. Et chez moi, je regarde beaucoup d'anciens films, des films que j'aime énormément. J'achète des DVD où je vais choper des films, etc. Voilà. Donc, je vois à peu près 2-3 films par mois en salle. Je vais vraiment voir les films que j'ai très envie de voir. Là, pendant cette semaine, il y en a 2 qui sortent que j'ai très envie de voir. Il y a le nouveau Todd Haynes, parce que j'aime beaucoup Todd Haynes, et là, il y a May-December. Il y a La Grâce, un film russe, un film russe qu'on sort au Métropole, qui, paraît-il, est vraiment extraordinaire. Un premier film d'un jeune réal, ça m'intéresse beaucoup. Il y a un nouveau cinéma européen qui, je trouve vraiment passionnant et fascinant. Comme en Amérique du Sud, il y a vraiment des belles énergies de films. Mais c'est vrai que quand tu travailles dans un cinéma, et comme moi je bosse vraiment la promotion 2 mois avant, et j'ai dit tous les articles, les critiques, les dossiers de presse, les interviews, je vais chercher des infos sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut même savoir ce qui sort, appréhender les films, etc. Il y a vraiment un côté, alors je vais dire un gros mot, comme si les films étaient des produits, tu les travaillais avec une espèce de distance, sans être toi dans tes goûts. Et puis un truc tout bête, c'est que quand tu travailles 6, 7, 8 heures, après une journée de boulot, tu as plutôt envie de rentrer chez toi que de rester sur ton lieu de travail, même si c'est cool de voir des films. Après, on a des projections presse le matin, notamment, je présente encore des avant-premières, on voit les films le matin parce qu'on soit aussi les scolaires, on peut faire des projections presse, donc ça, c'est pratique. Donc après, moi, le cinéma aujourd'hui qui m'intéresse le plus, c'est un cinéma qui est vraiment du côté du sacré et du transcendant. Parce que moi, je suis passionné d'histoire, de philosophie, de religion. Donc aujourd'hui, j'avoue que des cinéastes comme Bresson, Tarkovsky, Pasolini, Antonioni, Bergman, ça travaille des choses particulières. Et actuellement, d'ailleurs, le scénariste de Taxi Driver et Raging Bull, qui s'appelle Paul Schrader, a écrit une thèse extraordinaire sur le cinéma transcendantal, qui est enfin sortie en France, qui est concentrée sur notamment Bresson, Dreyer et Ozu, 3 cinéastes que j'aime énormément. Donc là, je suis en train de lire sa thèse. Donc du coup, je revois, qui a été édité, qu'on peut trouver au Furet à la FNAC, sur le cinéma transcendantal, et sur la question du sacré au cinéma, qui dépasse la question de la religion. C'est un rapport métaphysique au cinéma. Mais après, c'est pas pour ça que, par exemple, que ça en fait des films chiants. Des fois, justement, on peut avoir Dreyer, Bresson, il y a souvent des lieux communs comme l'austérité, alors qu'il y a beaucoup d'humour. Et puis ces films sont incroyables parce que c'est des leçons de mise en scène. Mais pour moi, il y a un réalisateur que je place au-dessus de tout, qui pour moi incarne lui tout seul le cinéma, et pour moi il est indépassable, c'est Hitchcock. Parce qu'en plus Hitchcock, il a ce qu'on appelle le secret perdu. C'est De Pléchin qui parlait de ça très très bien. C'est ces cinéastes, et comme lui il y a Fritz Lang, il y a John Ford, c'est les cinéastes qui à la fois ont démarré avec le muet, ont connu le grand cinéma classique, puis le cinéma moderne. Donc c'est les cinéastes qui ont connu toutes les étapes du cinéma. Et ce qui est fabuleux quand tu revois Hitchcock, surtout dans sa dernière période américaine, où vraiment là il est en pleine inspiration, là où tu t'aperçois de sa maîtrise, c'est que tu peux voir ses films sans dialogue. C'est tellement maîtrisé en termes de mise en scène et de montage, et il y a une telle puissance très moderne de l'image. Et moi, c'est pas original, parce qu'il est considéré comme le plus grand film de tous les temps, mais je fais partie de ces cinéphiles qui sont fascinés, obsédés par Vertigo, qui est le film qui a réinventé le cinéma, qui est vraiment le premier grand film moderne, au-delà de la modernité politique, du néoréalisme ou de ce qu'on a vécu après-guerre, et des grands films de Rossellini et d'autres grands réalisateurs européens que j'aime beaucoup. Mais Hitchcock, qui réunit tout, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, ça va être des films qui sont extraordinairement divertissants, haletants, drôles, enlevés, mais avec une profondeur derrière, des sous-textes. Et ce qui est beau, c'est que tout se passe dans les sous-textes, souvent dans le hors-champ, dans les plis du film. Et c'est ça qui est très beau avec Hitchcock. Et moi, il y a 3 films que j'aime énormément, qui sont pour moi les 3 plus beaux films du monde. Parce que c'est pour moi la quintessence de tout ce que le cinéma peut offrir. C'est-à-dire qu'à la fois du cinéma populaire et un grand spectacle, des films que tout le monde a vus, que tout le monde adore, et qu'on peut voir peu importe son niveau culturel, et des grands films de cinéma. Donc Elle était une fois en Amérique, Voyage au bout de l'enfer et Le Parrain 1 et 2. Pour moi, ces 3 films, c'est vraiment la cristallisation de toutes les puissances du cinéma. C'est-à-dire que moi, Voyage au bout de l'enfer, c'est mon film préféré. C'est le seul film, quand je le vois, tout travaille. Il y a le cerveau, il y a le cœur, il y a les tripes. Il me met dans un état de transe, d'émotion. En plus, c'est un immense film avec le plus beau raccord de l'histoire du cinéma. Allez, avec celui de 2001, la transition. La transition entre les belles scènes ouvrières de mariage, de communauté, et puis tout de suite quand tu rentres dans l'horreur de la guerre. Parce qu'il a cette intelligence de
tout de suite t'embarquer dans l'ultra-violence de la guerre. Il va pas te faire comme certains films, montrer l'apprentissage, l'arrivée, etc. Ouais. Et c'est un immense film romanesque, c'est un grand mélo avec un De Niro qui est... Et d'ailleurs, dans les 3 films que j'ai cités, il y a De Niro. C'est cette époque. Moi, je suis passionné par le nouvel Hollywood, cette époque qui, de 67 à 80, c'est le moment où le cinéma américain se libère, puisqu'il n'y a plus le Code Eyes et cette censure qui faisait qu'on était bloqué, pas de sexe, pas de violence. Ça démarre avec Bonnie and Clyde, qui est assez extraordinaire de liberté inventive. Et c'est vrai que jusqu'aux années 80, ce moment où c'est l'arrivée de Cimino, de Clint Eastwood, de Scorsese, Coppola, De Palma, que j'aime énormément. Et c'est ces mecs qui, à Hollywood, avaient des moyens inconsidérables et pouvaient faire les films qu'ils voulaient. Mais leur démiurgie a tué le système, notamment Les Portes du Paradis, parce que Coppola, Cimino étaient tellement mégalomanes, étaient tellement... plein d'ambition, de folie, c'est qu'ils ont tellement décodé avec on le sait, des tournages délirants, des budgets explosés, qu'à un moment, les Américains, les studios ont dit non, on arrête les conneries, les mecs, vous êtes peut-être doués des génies, mais vous êtes ingérables, et les producteurs ont repris la main. C'est-à-dire que... Donc c'est cette belle période, vraiment, c'est ça la modernité, où ce sont les réalisateurs eux-mêmes qui ont le director's cut, ont la main sur leur film et peuvent exprimer totalement leur créativité. Et c'était beau, c'était encore plus de le faire au sein d'Hollywood. Alors que dans le cinéma européen, il y a une culture où vraiment le producteur est indépendant, le réalisateur, c'est vraiment... Personne n'a jamais dit quoi que ce soit avec Bergman ou Tarkovsky ou même un Godard, il faisait ce qu'il voulait. Mais dans l'industrie hollywoodienne, et c'est Coppola qui a explosé le game. De toute façon, quand on pense que Le Parrain, c'est son premier film. Non mais le mec, son premier film, c'est Le Parrain. Donc on voit un peu le niveau du gars, quoi. Il démarre avec Le Parrain. Et quand on le revoit aujourd'hui, ce film-là, donc ces films-là, moi je les trouve toujours... Et en vieillissant, je sais qu'il étudie une fois en Amérique. Ouais, mais il est très long, non? Je crois qu'il dure pas 4 heures. Et pour être un petit peu pédant, avec ironie bien sûr, c'est sûrement la plus belle adaptation de La Recherche du temps perdu de Proust, qui est très dur, impossible à adapter, parce que c'est un immense film sur le temps perdu, le temps qui passe, sur la mémoire. Et c'est un film qui est d'une beauté, d'une profondeur. Et pour moi, De Niro n'a jamais été aussi bon que dans ce film-là, quoi. Les scènes dans les salles d'opium ou autres, ou les scènes de violence, ou les scènes de... Voilà. Et même l'affiche est exceptionnelle. Avec la rue. Là, avec le pont. 4h11. 4h11. Ça, c'est le director's cut. 4h11. En fait, moi, les films longs, si je les regarde, c'est vraiment au cinéma, en fait. Je pense que je peux pas regarder un film de plus de 3 heures chez moi sur mon ordi, quoi. Alors, il faut le faire comme une série, en fait. Il faut le découper. Oui, c'est ça, mais on perd un peu ce truc. Là, on devrait ressortir 2 films très longs, parce qu'il y a Underground, la Palme d'Or de Kusturica, qui ressort en version director's cut de 5 heures. Et il y a un film qu'on aimerait beaucoup passer, parce qu'on est passé à côté l'année dernière, c'était compliqué de le programmer. Et là, c'est un film inouï, c'est Guerre épée d'un réalisateur russe, ça dure 7 heures. Et ce qui est fascinant, c'est un peu, on parlait des films de Cimino, où c'est ce que faisait Visconti, c'est-à-dire que ces films où, avant le numérique, il y avait un côté fresque romanesque avec des milliers de figurants. Et là, pareil, c'est un film russe avec des moyens inconsidérables. Il y a des scènes de guerre avec des milliers de figurants. Et c'est des films comme on peut plus en faire. Et la mise en scène est dingue. Et on aimerait bien faire au moins une séance spéciale, parce que comme c'est en 7 heures, il faut trouver le bon équilibre sur le faire en 2 séances. Il faut ouvrir le dimanche après-midi. Sinon, ça fait sinon tu bloques une salle toute la journée. Avec ton petit stand à l'arrière de la salle pour pouvoir manger. Un resto et tout. Mais c'est pertinent ce que tu dis par rapport au fait qu'effectivement, l'avantage d'une salle, comme tu es enfermé, comme il y a ce dispositif, tu es plus concentré. Alors que chez soi, on est très vite dérangé par plein de petites choses. Et puis surtout que non seulement tu n'es pas dérangé, et puis tu as un bel écran, tu as un son aussi. C'est les conditions optimales. Quoi. C'est tout à fait. Pas sur l'ordi, quoi. Non, pas ça. Non. Alors, il faut avoir un beau rétro, se faire une petite installation, un truc un peu stylé. Mais non, moi aussi, encore sur moi. Mais non, mais parce que quand t'as dit j'aime bien quand même film, travail et tout, etc. J'ai découvert que un film, par exemple, qui va être très simple ou très minimaliste dans leur scène, etc. Et à la fin, avoir une fin un peu marquante, qui va me travailler. En fait, il va me travailler, mais après le film. Ça veut dire que pendant le film, je vais m'ennuyer. Et après le film, je vais me dire ah ouais, pas mal et tout, finalement, sympa. Et du coup, ça va biaiser mon avis. Moi, c'est vraiment l'inverse. Ah, comment ça ? Genre, tout le travail, il va être pendant le film. Moi, j'arrive pas à apprécier un film en réfléchissant comment. Tu vois ce que je veux dire ? Ça t'a travaillé du coup après le film ? Ouais, mais tous les films, genre par exemple là, Perfect Days, ça m'a travaillé que après le film. Okay. Et parce que sur tu te fais chier pendant parce que le film, non mais après, je sais pas mais c'est vraiment, tu vois le quotidien d'un nettoyeur de toilettes à Tokyo.
pendant tout le film. Ouais. En fait, tu as toutes ces journées, limite de A à Z, il fait quelques les choses rencontres. les choses que vous avez là, ça, en fait, ça explique la dichotomie entre classique et moderne. Oui, C'est-à-dire, ok. le principe du classicisme, c'est un film balisé qui te prend par la main, qui t'explique tout, où t'as pas à réfléchir. Ça peut être du divertissement intelligent. Scorsese, Eastwood, John Ford sont des grands cinéastes classiques. Le Parrain est un grand film classique. Et puis après, la modernité, l'idée de la modernité, moi, c'est les films que je préfère. C'est les films, effectivement, qui vont être plus contemplatifs, plus métaphysiques, qui vont d'ailleurs plus s'ancrer dans le réel, dans le quotidien. Donc il y a moins ce côté, si je puis dire, sexy, spectaculaire et autres. Mais effectivement, c'est des films, si tu arrives à rentrer vraiment dans le travail du réalisateur, si tu arrives à te mettre dans son rythme, si même tu peux être fasciné par un plan, par la durée, etc. Il y a des grands cinéastes qui sont... Moi, je suis fou de Wuxia Ossian, et un de mes films préférés, c'est Millennium Bambo, qui est un vrai film d'atmosphère, qui est un vrai film qui te plonge à la fois dans quelque chose de très prosaïque, mais qui, par le son, les lumières, t'embarque dans quelque chose. Et moi, c'est un film, quand je l'avais revu, il était sorti, je l'avais vu dans la grande salle de la Cinémathèque, mais c'est un film qui m'a hanté pendant des semaines. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est la persistance d'images qui reviennent. Et puis, il y a des scènes qui te reviennent, tu y réfléchis. C'est comment un film, justement, comme tu dis, te travaille de l'intérieur. Et puis, petit à petit, il se décante en toi. Alors qu'il y a des films, tu vas les voir, tu as un plaisir immédiat, c'est très chouette. Mais ils vont rien provoquer, ils vont pas t'amener même à avoir des réflexions, à te questionner sur des choses, alors personnelles ou moins personnelles, sur l'état du monde ou des choses intimes. Et ce qui est beau, c'est quand un film travaille ton intime. C'est-à-dire qu'il fait quasiment le travail d'un psy, où tu vas te prendre une claque, prendre un choc, parce que ce que tu vas voir face à toi, la projection que tu as face à toi, c'est des choses qui touchent en plein cœur, qui peuvent tu vois, coïncider avec une trajectoire, avec une expérience, avec quelque chose. Et là, tu rentres dans une espèce... C'est le communion avec le réalisateur, et ça, c'est très beau quand un film justement te percute comme ça, quoi. Non, mais c'est de mieux en mieux. Enfin, ça veut dire, j'arrive de plus en plus. Et je sens qu'à un moment, je pense que c'est dans le parcours, à un moment, ça va être exceptionnel. Parce que c'est l'avantage de grandir, d'avoir une certaine culture cinématographique. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ce qui est très concomitant du cinéma, et c'est ce qu'on a dans beaucoup d'essais de cinéma, c'est le rapport entre cinéma et philosophie. Et plus que d'ailleurs d'étudier la littérature et l'histoire de l'art, qui sont des vrais vecteurs, parce que c'est le cinéma et la convergence de tous les arts, et le cinéma n'est rien sans ces arts-là. Voilà, quoi. Mais la philosophie, effectivement, ça permet des fois de... pour moi, le plus bel essai jamais écrit par un cinéaste, c'est Le Temps, c'est les Tarkovsky, qui est un essai extraordinaire sur le cinéma. Et c'est beaucoup influencé par Proust, par la philosophie, par plein de trucs. Et il faut voir Tarkovsky qui parle justement de ses influences, et ça se lit très facilement. Et tu comprends justement d'où vient son cinéma, ce qu'il va chercher. Après, oui, c'est des films qui demandent une attention, une concentration. Mais en même temps, il peut y avoir un truc... comme avec un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Horace Setacool, qui travaille beaucoup sur l'hypnose, sur l'endormissement. Lui-même le disait, c'est pas du tout gênant de faire des micro-siestes. Parce qu'il peut avoir un effet comme ça d'engourdissement qui est travaillé par la mise en scène, par le travail sur le son. Et je sais que son dernier film Mémorial, Tilda Swinton, qui est un vrai film sur le son. Et comme il t'embarque parce que des fois, tu es embarqué, c'est le cas avec le cinéma asiatique qui est très beau, avec une autre culture. Donc il y a d'autres repères visuels, temporels. Là, tu parlais de Perfect Days, c'est très influencé par le cinéma d'Ozu, qui est le grand cinéaste japonais, et on sent... Oui, t'es dans la vie, t'es dans... Et Wenders qui a fait des films très contemplatifs comme Paris, Texas, ou voilà, c'est quelqu'un qui est passionné par ce genre de cinéma, et c'est aussi un hommage au cinéma japonais d'Ozu, à ce cinéma du quotidien, très prosaïque, mais qui en même temps, il y a quelque chose de lancinant dans le rythme, en fait, qui fait que sur le coup, effectivement, tu peux être en mode... je me suis un peu emmerdé, et puis après, tu dis, il y a quand même des petits trucs derrière. C'est ça. T'as résumé. Mais moi, c'est vraiment les images, tu vois, qui me... Genre, j'étais allé voir Eumann. C'était la... t'as été au film surprise, là? Ouais, au film surprise de Métropole. C'est beau, vous étiez pas beaucoup. Et la première scène, c'est genre un plan sur un combini japonais. Un combini? Un petit magasin japonais. Donc, moi, je trouve l'image magnifique. Et deuxième plan, c'est un des personnages principaux qui pleure. Ça m'a mis capoute, genre d'un coup je suis rentré dans le film. Bon, après il y a toute une question sur l'identité, il y a plein un peu dans tous les tu peux te retrouver dans plein de chemins dans ce film, mais des images, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des favoris pour les Césars là, ou pour les Oscars? De toute façon, je pense qu'à la tuile d'une chute pour les Césars, ils vont faire il un va tout rafler. Je pense que Raphaël Quenard, il y aurait le prix du meilleur acteur, Léa Drucker la meilleure actrice, peut-être. Les Oscars, ça va se jouer entre Barbie et Oppenheimer, quoi. Moi, je pense qu'Oppenheimer aura l'Oscar du meilleur film. Après, vu ce qu'est Hollywood et ce qu'on appelle aujourd'hui leur impétence avec le wokisme et toute cette nouvelle culture,
Je pense que symboliquement, Greta Gerwig, meilleure réalisatrice, d'ailleurs qui va aussi présider le Festival de Cannes. C'est la première fois qu'une femme américaine va présider le Festival de Cannes. Sachant que, vous le savez, les Césars, les Oscars, c'est de l'entre-soi, puisque c'est les académies, c'est les professionnels de la profession qui votent. Pour moi, ça n'a pas une importance folle, parce que c'est symbolique, c'est très bien, c'est créer une dynamique, ça fait partie de l'industrie, ça fait partie du jeu, hein, voilà. Mais les films qui marquent l'histoire, Hitchcock, Kubrick n'ont jamais eu une Palme d'Or ou un César ou un Oscar. Les films qui marquent l'histoire du cinéma, c'est ceux qui tiennent dans le temps. Et pour moi, le cinéma, c'est pas du sport. Et du coup, les prix, ça fait partie du jeu, mais c'est pas le plus important, parce que quand vous prenez la liste des Palmes d'Or, c'est vrai moi, une fois, je m'étais amusé à faire ça. Pendant quelques heures, j'avais regardé depuis la création du Festival de Cannes la liste des films nominés et le palmarès. C'est très drôle à faire. La plupart des films qui ont marqué l'histoire ne sont pas dans le palmarès, ils sont nominés. Parce que pareil, à Cannes, du coup, c'est là un petit entre-soi d'un jury et de gens qui d'ailleurs ne vont pas souvent au cinéma, qui connaissent pas bien le cinéma. Un bel exemple, hein, quand Spielberg donne la Palme d'Or à La vie d'Adèle de Keshish, il le dit. Il n'a jamais vu un film comme ça de sa vie. Il ne pensait pas voir un film comme ça de sa vie. Parce que même la dimension réaliste, le côté cru du film, pour un Américain comme lui, c'est un film qui est impensable, infaisable Hollywood. Et comme il ne s'intéresse pas au cinéma non américain, c'est pas un cinéphage qui dévore tout ce qui sort. Il ne va pas voir tous les films asiatiques, français, etc. Il n'avait jamais vu un film de Keshish. Il ne savait pas qui était ce monsieur. Voilà. Et là, il se prend dans la gueule pendant 3 heures un film. Et du coup, il sort, mais il est choqué, quoi. Enfin, dans le bon sens du terme, parce qu'il est intelligent, il a une culture de cinéma, donc il voit la puissance du film. Et pour lui, c'est évident que ce que font les actrices, en plus, mais jamais tu peux demander c'est une actrice américaine. Pour ça qu'il leur a donné aussi la Palme d'Or en leur nom. Il est assez doux, parce qu'il est impressionné sur le don même de leur corps, de leur présence qu'elles avaient donné au film. Mais c'est intéressant aussi, parce que du coup, il y a comme ça des chocs culturels et. Donc c'est pas forcément les films les plus qualitatifs, les plus puissants, et surtout Hollywood où l'Académie des Oscars fait que souvent c'est les gros films. On sent que l'idée du box-office, du budget, le côté impressionnant. Pour ça qu'un Nolan, il est parfait. C'est une machine à Oscar parce qu'il fait des films qui sont impressionnants. Qu'on aime ou pas, ça pète, quoi. Il y a du casting, il y met tous les moyens, il y met et on lui donne tous les moyens. Oui. T'as jamais pensé à être de l'autre côté, peut-être plus dans le cinéma, production de films, la réalisation de films. Si, j'ai eu des petites velléités, j'ai commencé à écrire, à fantasmer, mais je me suis rendu compte qu'en fait, moi, ce que j'aime. Moi, j'aime beaucoup le côté recherche, réfléchir sur les films et je me suis rendu compte que quand j'ai voulu passer de l'autre côté, j'avais pas, je pense, assez en moi d'énergie, de foi pour rentrer dans le concret. Et pareil, rentrer dans le concret, c'est-à-dire, ça veut dire trouver une boîte de prod, aller chercher des financements, tu vois, faire des dossiers, alors t'es sous, tu vois là. Donc toute la dimension, et là tu te prends dans la tête la réalité du cinéma qui est très économique, très structuré, fait que j'avais pas le mojo, le truc qu'il faut. Moi j'aime bien écrire, être plongé dans les livres, faire des recherches, donc écrire. Limite dans l'absolu, tu vois, le métier de scénariste. Et comme moi, pareil, je m'en fous d'avoir de la reconnaissance. Tu vois, le côté un peu homme de l'ombre, scénariste, ça peut être intéressant parce que quand tu aimes écrire, faire des recherches, là, c'est ça. Mais après, ça demande une énergie particulière. Et on parlait tout à l'heure à un petit niveau de management. Bon, pareil, c'est très hiérarchisé un plateau. Tu as une équipe, tu es entouré de plein de gens. Mais ça demande, en plus, c'est un concentré d'énergie sur quelques semaines. C'est un truc assez. Si vous êtes amené à recevoir des gens qui travaillent, je pense que ça va être le cas, des gens qui sont sur les plateaux de cinéma et qui font des métiers de technique. Alors c'est très grisant, c'est très excitant et il y a plein de belles expériences. Et moi, en rencontrant plein de réalisateurs, j'ai des amis techniciens, j'ai plein d'échos de ce qui se passe et ça m'intéresse beaucoup. Mais après, non, il faut être honnête et je pense que c'est pas pour moi et que j'ai pas le truc, la flamme. Il faut faire les choses avec sincérité. On a interviewé, pour les auditeurs, la semaine dernière, Merlin, du coup, un jeune réal. Et c'est ce qu'il nous disait, en fait, vu qu'il écrit le scénario, il est là pendant le tournage, au montage. Il te dit, pendant le tournage, pendant une semaine, tu dors 2 heures par nuit et t'enchaînes. Et tu touches à tout aussi, surtout quand t'es en équipe réduite. Puis c'est vrai qu'il faut avoir la forme physiquement, il faut avoir du mental. Non, mais il y a un côté adrénaline qui est chouette. Donc non, je reste à ta place. Ce que je sais faire à peu près correctement, c'est déjà pas mal. Ok, je pense qu'on arrive à la fin.
Merci beaucoup. Merci d'avoir beaucoup, répondu c'était à votre hyper accueil. intéressant. Merci de m'avoir invité, c'était vraiment chouette. Non, c'était super intéressant sur tout ce qui est un peu gestion du cinéma. Merci Et, à vous tous de nous avoir écoutés. Merci Lucas à la régie. Merci Raph d'avoir animé aussi l'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une Cool. prochaine émission, pour un prochain épisode de Hors Champ. Salut. Bonne semaine. Merci. Vous avez créé des reptiles, tu es un sorcier. Je suis ton père. Vos yeux, Chico, il ne ment jamais. Le monde se divise en deux catégories. La vie, c'est comme une boîte de chocolat qui piquait pour un coup. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.